Chère communauté rwandaise et amis du Rwanda, vous êtes les bienvenus sur les ondes de la radio ITEME, le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement, ARC. Radio ITEME, c'est le pouvoir de la parole. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs de la radio ITEME, le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement, ARC Urunana, un mouvement politique fondé en 2020, un mouvement qui vise à principalement restaurer le respect de la dignité humaine des Rwandais au Rwanda et ailleurs, parce que nous faisons face à une dictature qui opprime son peuple au Rwanda et une dictature qui opprime son peuple même dans les pays, disons, à l'étranger. Et donc, aujourd'hui, nous revenons dans une émission en français. C'est sûr que nous avions promis d'essayer de vous présenter des émissions en français une fois par mois, de façon donc mensuellement, mais nous n'avons pas pu respecter notre promesse, donc on s'en excuse. Ceci dit, aujourd'hui nous sommes là dans une émission qui ne sera pas très longue. Je suis avec l'inconditionnelle Aline Ndabaga, à qui je vais tout de suite donner la parole pour qu'elle vous dise bonjour, qu'elle salue nos auditrices et auditeurs et qu'elle nous dise en quelque sorte les sujets ou les points sur lesquels nous allons discuter ou qu'elle va vous présenter. Aline, si tu m'entends, la parole est à toi. Merci Achille, chers auditeurs, auditrices, bonjour, bonsoir où vous êtes. Je suis très contente qu'on puisse revenir pour faire cette émission en français, car c'est très important de pouvoir communiquer avec le monde entier. Donc on fait des émissions en anglais, en français, en Kinyarwanda, je pense que c'est très important. Et aujourd'hui, dans une émission, comme l'a dit Achille, qui ne va pas prendre très longtemps, on va parler de 3 points principaux. Donc, le premier point, c'est de parler de la conférence qui s'appelle Women Deliver Conference, et puis aussi d'une, je dirais, d'une grande réunion sportive qui visait à un peu introduire le basket au Rwanda et aux jeunes comme un moyen de, j'imagine, essayer de d'aider les jeunes à vraiment se développer dans ce domaine. Giants of Africa. On va aussi donc parler de cette réunion qui a eu lieu à Kigali. On va aussi parler de l'absence de Madame Chikiwabo aux Jeux de la francophonie qui ont eu lieu à Kinshasa. Et puis dernièrement, on va aussi toucher à la situation sociale au Rwanda. En termes de la liberté, de la liberté d'association plus précisément. Donc, sans plus tarder, si je ne sais pas si tu veux que je poursuis, On peut commencer tout de suite. Oui. Tu peux tout de suite aborder le sujet. D'accord. Donc, cette conférence de Women Deliver Conference, elle a eu lieu à Kigali. Et d'abord, la première question que vous pouvez vous poser, comme celle que je me suis posée aussi, c'est de demander pourquoi au Rwanda? Pourquoi est-ce que dans les 195 pays qu'on a dans le monde et 54 qui sont en Afrique, pourquoi on a choisi un pays où il y a une dictature qui dure plus de 30 ans? Donc, il faut d'abord commencer à se demander, est-ce qu'on n'a pas au moins comme réquisition minimum que le lieu de la réunion soit un lieu où tous les hommes sont libres avant de penser à l'égalité homme-femme? Parce que cette conférence visait comme but de dire que il faut pousser l'égalité homme-femme, faire en sorte que les femmes soient beaucoup plus présentes dans tous les domaines. Mais avant de penser à l'égalité homme-femme, faut-il pas déjà commencer par l'égalité de tous les hommes? Donc, je pense que commencer par là, par le lieu, c'est symbolique, le lieu de la réunion, et de dire que toutes ces organisations, parce qu'il y avait des organisations des Nations Unies qui sont présentées au Rwanda, sachant
le poids de la dictature sur le peuple. Je pense que c'est vraiment très dommage. On se pose la question, pourquoi pas en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Kenya? Et en fait, on se dit, est-ce que le lobbying de Kagame n'a pas de frontières? Donc, c'est-à-dire qu'il a fait un lobbying quand même assez important pour que le Rwanda soit choisi et non pas, comme on a dit, par exemple, l'Afrique du Sud, au Kenya ou ailleurs. Et donc, Achille, la question se pose et je me demande, ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu penses que Kagame veut lorsqu'il il fait ce genre de lobbying très fort pour que toutes ces grandes réunions, tous ces grands événements aient lieu à Kigali? Merci Aline. En fait, d'emblée, il faut reconnaître que Kagame a beaucoup investi dans la communication. Et à ce niveau, il faut reconnaître que sa stratégie a fonctionné parce que justement, son économie, mais quand je dis son économie, c'est pas l'économie du Rwanda, c'est l'économie de Paul Kagame, parce que les lieux de conférence, les hôtels qui accueillent les invités, ainsi que toute la logistique appartiennent à ses propres compagnies. Et donc, il utilise le Rwanda et la population rwandaise à ses propres fins et à ses intérêts personnels et les intérêts de sa famille et puis de sa clique. Et donc, il y a un paradoxe là-dedans. Pourquoi? C'est parce qu'il faut d'abord voir quel est le rôle de la femme au Rwanda. Le rôle de la femme au Rwanda apparaît comme un rôle d'une femme émancipée, émancipée au sein de la société. Or, le seul point ou le seul alibi que le gouvernement rwandais avance pour justifier l'émancipation des femmes, c'est la représentativité des femmes au niveau de à l'Assemblée nationale, mentionnant qu'il y aurait entre 63 et 65% de femmes à l'Assemblée nationale. Mais dans une république, l'Assemblée nationale est une instance et fait partie des pouvoirs de l'État qui sont décisionnels. C'est là que sont votées des lois et les lois sont votées dans le but de répondre aux besoins de la population, de façon très adaptée. Or, qu'est-ce qu'on voit au Rwanda? On voit beaucoup de jeunes filles, des jeunes filles mineures qui tombent enceintes. Vraiment, c'est devenu un fléau. On voit que à cause de la pauvreté, une pauvreté qui a été provoquée et mise en place par le FPR, donc le Front patriotique rwandais dirigé par Paul Kagame, suite à cette pauvreté, la majorité des jeunes filles ou des femmes n'ont pas d'autre choix que de vendre leur corps pour subvenir à leurs besoins. En outre, on voit aussi que le Rwanda est devenu un pays où on ne pourrait pas avoir peur de dire qu'il y a du tourisme sexuel au Rwanda. Dans certains hôtels au Rwanda, il y a des albums qui contiennent des photos de filles nues où les invités ou ces hommes riches peuvent venir choisir la femme qu'ils veulent ou les femmes qu'ils veulent. Ça, ce sont des témoignages que nous avons déjà reçus, mais étant donné l'oppression incessante qui est exercée sur la population rwandaise au niveau de la liberté d'expression, les gens ont peur d'en parler directement, donc ils nous donnent des témoignages que nous vous transmettons. Aussi, la femme a été très instrumentalisée au Rwanda, de telle sorte que pour éliminer certains opposants politiques ou certaines personnes qui nuisent au pouvoir dictatorial, au pouvoir sanguinaire de Paul Kagame, il utilise souvent les femmes. Et donc, tout ça, tout ce que je viens de décrire et d'autres choses aussi, parce qu'on a peu de temps, l'instance qui s'appelle ONU Femmes est au courant de cela. Les organisations internationales qui militent pour les droits de l'homme sont au courant de cette situation. Je vais rajouter aussi que depuis que Kagame a pris le pouvoir au Rwanda, il y a eu 2 femmes qui ont osé le défier lors des élections présidentielles. Diane Rwigara et Ingabire Victoire Umuhoza. Qu'est-ce qui est arrivé à ces femmes? Elles ont été emprisonnées parce que elles ont osé être candidates à la présidentielle, aux élections présidentielles. Et donc, on voit un grand paradoxe qu'on voit un peu partout en Afrique où il y a des doubles discours, où il y a aussi des traitements de faveur. D'une part, on a des gens qui
au sein de la Commission des Nations Unies des droits de l'homme disent que le Rwanda ne respecte pas les droits de l'homme, et d'une autre part, ces mêmes personnes vont organiser des réunions au Rwanda dans l'intérêt de Paul Kagame et de sa famille et de sa clique. Et donc, ce paradoxe, c'est lui qui nous interpelle et c'est lui que nous voulons mettre au clair ou bien apporter une certaine lumière là-dessus afin que la communauté internationale, surtout ces instances, parce que c'est les seuls soutiens de Kagame en ce moment. Kagame a perdu sur le plan diplomatique, il a perdu sur le plan politique parce que la population n'adhère pas à sa politique et à ses méthodes, il a perdu sur le plan économique parce qu'en ce moment, la famine fait rage au Rwanda, la pauvreté est extrême au Rwanda, et donc la seule force que Kagame garde, c'est le lobbying. Savoir donner de l'argent, savoir solliciter ces instances pour que ce genre de réunion se déroule au Rwanda. Puis, on parlait des femmes, mais dernièrement, il y a eu aussi la réunion de la FIFA. La FIFA, la Fédération internationale du football association ou amateur, a eu lieu au Rwanda. Et donc, on se pose des questions. Pourquoi dénoncer les bavures? Pourquoi dénoncer l'oppression? Pourquoi dénoncer une attitude indigne des droits humains de la part du gouvernement rwandais dirigé par Paul Kagame et en même temps lui apporter de l'argent dans ses caisses, sachant que c'est avec cet argent qu'il développe des moyens et des stratégies pour opprimer son peuple. Donc, moi, c'est ce que je pourrais dire. Il y a vraiment un paradoxe. Et puis, pour les Rwandais, c'est très triste et on n'aurait pas peur de dire qu'il y a une certaine connivence entre ces organisations et Paul Kagame. On sait très bien que les pays ou les instances ou les organisations internationales ont des intérêts qu'ils défendent, mais de là à nous dire que vous dénoncez le manque du respect des droits humains au Rwanda en faisant des rapports, en dénonçant un peu partout sur les réseaux sociaux et en même temps, de l'autre côté, aller donner de l'argent à ce dictateur. Ce sont des choses qui sont paradoxales et que les Rwandais ne comprennent pas. Voilà, c'est ce que je pourrais dire sur ce point. Merci Achille. Donc sur le deuxième point qui va aussi dans ce sens, on va parler de Giants of Africa. Donc cette association qui vise à introduire les jeunes africains au basketball comme un moyen de sortir de la pauvreté. Ils ont en fait le gouvernement de Kagame a donné un terrain en plein Kigali à Masai Ujiri, qui est le cofondateur de Giants of Africa. Et en fait, on se demande d'abord comment est-ce qu'on fait pour avoir un terrain en plein Kigali, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont expropriés sans $1 dans leur poche. Mais bon, ça, vous comprenez que dans une dictature, tout est possible. Mais ce Masai Ujiri a dit quelque chose qui m'a interpellée. Il a dit « L'Afrique a la chance d'avoir Kagame ». Donc, ma première pensée, c'est de dire qui a de la chance. Je ne sais pas si c'est les Congolais qui sont tués depuis plus de 10 ans. Je ne sais pas si c'est les prisonniers politiques qui sont en train de croupir en prison pour avoir exercé leurs droits. Je ne sais pas si c'est les Rwandais qui sont dans leur maison et on leur demande de partir sans un sou parce que monsieur veut construire quelque chose sur leur terrain sans aucune indemnisation. Donc je ne sais pas qui a la chance d'avoir Kagame. En tout cas, ce n'est pas les Rwandais. C'est peut-être lui, car par exemple, qui a maintenant eu un terrain en plein Kigali où il va construire un complexe sportif où beaucoup de Rwandais, 95% des Rwandais n'iront jamais parce que si on n'a pas l'argent pour manger et nous vêtir, on va certainement pas avoir l'argent pour aller faire du sport. Donc je pense que le sport en ce moment, c'est le dernier de nos soucis, car on pense d'abord au droit de vivre, au droit de manger, au droit de se déplacer, au droit d'être en fait. Donc je pense que monsieur Ujiri se trompe. Non, on n'a pas la chance d'avoir Kagame. Et je te le dis de la part d'une Rwandaise née au Rwanda qui connaît son pays. Et je pense que c'est très insultant de dire ce genre de choses à un peuple qui souffre depuis plus de 30 ans. Donc monsieur Ujiri, non, on n'a pas la chance d'avoir Kagame. Et je pense qu'il serait peut-être
important pour ces grands noms du sport de vraiment se soucier des droits de l'homme parce que eux aussi ce sont des hommes et dire ce genre de paroles ça blesse tout un peuple et il faut vraiment commencer à s'informer. Je ne sais pas si c'est la sous-information, mais je pense que, étant donné qu'il vit au Canada, il a la possibilité, comme vous et moi, de bien s'informer sur qui est Paul Kagame. Et je pense que c'est plutôt le deuxième cas où on a quelqu'un qui ne se soucie pas des droits de l'homme parce que ça ne le concerne pas. Donc, si on peut avancer au deuxième point, Achille, je voulais... Je voudrais, si tu le permets, Oui. intervenir un peu sur ce point-là. En fait, c'est une honte. Hein. C'est une honte qu'une personne qui vit au Canada, président des Raptors de Toronto, une équipe de basketball, qui a dernièrement, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, qui a gagné le titre de la NBA. Et donc, c'est quand même un prestige pour cette équipe. Maintenant, de prendre ce prestige et l'associer à un dictateur, un sanguinaire, qui opprime son peuple. Depuis 1990, depuis qu'on connaît Kagame, la seule chose qu'on connaît qui est associée à Kagame, c'est l'effusion du sang des innocents. Il y a eu une guerre très sanglante au Rwanda. Il y a eu un génocide dont le déclenchement a été causé par Kagame à cause de sa soif du pouvoir lorsqu'il a abattu l'avion qui transportait 2 présidents, le président Habyarimana du Rwanda et le président Nadiamila du Burundi. Pas eu d'enquête là-dessus, on comprend, il y a des lobbying, etc. Ce n'est pas le point. Mais le point est aussi de voir toute la communauté internationale dénoncer l'agression du M23 soutenue par le Rwanda, sauf que nous, on va plus loin. C'est le Rwanda qui a agressé la RDC, ce n'est pas le M23. Le M23 n'existerait pas si Kagame n'était pas au pouvoir. Et donc, de voir tout le monde, le Canada et puis l'ONU, toutes les instances internationales et la majorité des pays, le Conseil de sécurité, de voir toutes ces personnes dénoncer à haute voix et demander au Rwanda de cesser de soutenir le M23. Le M23 qui, je vous rappelle, fait une guerre sanglante en RDC, une guerre qui a emporté des millions de vies, une guerre qui jusqu'à présent fait des milliers de déplacés en RDC, une guerre qui en ce moment amène le régime du Rwanda à solliciter la jeunesse rwandaise pour participer activement à cette guerre. Et en d'autres termes, on avait fait une émission dernièrement où on vous a informé qu'il y a beaucoup de jeunes, des mineurs d'ailleurs, qui étaient enlevés de leur famille et qui étaient enrôlés dans l'armée de force pour aller faire la guerre au Congo. Et donc, c'est quand même honteux, je pense, de la part de Masai Ujiri, d'aller en Afrique, de ne pas aller voir les conditions des prisonniers en Afrique, de ne pas aller en dehors de Kigali pour voir dans quelles conditions les Rwandais vivent, parce que, comme on vous l'a dit, en ce moment, les Rwandais font face à une famine extrême, une pauvreté extrême. Il y a en ce moment un petit groupe rwandais qui constitue ce qu'on pourrait appeler l'oligarchie rwandaise, et le reste, c'est une population qui vit sous la servitude et sous la pauvreté extrême. Et donc, d'aller au Rwanda, de tenir ces discours et en plus d'avoir un certain cynisme en disant que l'Afrique a la chance d'avoir un homme comme Paul Kagame, alors qu'en réalité, c'est une malédiction parce que Paul Kagame rime avec ennemi des Africains, ennemi de tout ce qui est droits humains. C'est quand même une honte et je pense que, Aline, il faudra que les Rwandais ou les Congolais ou la jeunesse africaine se mobilisent pour dire à ce monsieur que le discours qu'il a tenu est très regrettable et qu'il présente ses excuses, à mon avis. Pourquoi? Dernièrement, lors de la prière nationale, il y a eu un pasteur du Congo-Brazzaville, de la République congolaise, et non la RDC, Yves Castanou, qui est allé au Rwanda et qui a dit que parmi ses inspirations, il y avait de leadership, il y avait Paul Kagame. Sachant que Paul Kagame est l'instigateur de la guerre en RDC et aussi un président qui opprime son peuple. Et donc, les gens le lui ont fait savoir et le lendemain, il a présenté ses excuses. Alors, Masai Ujiri, je pense que la communauté africaine ou internationale ou toute personne qui a une sensibilité par rapport au respect de la dignité devrait lui faire comprendre ou du moins
lui dire que le message qu'il a tenu est un message qui est contradictoire au niveau de vie des Rwandais, aux conditions indignes dans lesquelles les Rwandais vivent. Merci Achille. Et donc si on peut, et d'ailleurs pour ajouter un peu sur ce que tu as dit, je pense qu'on mérite des excuses et je pense qu'il ne serait pas trop tard, même s'il l'a déjà dit, de rectifier et aussi de s'informer. C'est très important qu'il s'informe. Pour continuer, on va parler de la RDC et de l'Organisation internationale de la francophonie, donc l'OIF. Donc, vous savez que la secrétaire générale, c'est une Rwandaise, Louise Mushikiwabo, qui d'ailleurs, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a choisi une Rwandaise alors que le Rwanda, depuis longtemps, a renié la langue française, l'a bannie, l'a absolument enlevé de toutes ces institutions. On ne parlait plus que l'anglais depuis plus de 20 ans. Et comme par hasard, quand ça les intéresse, rebelote, on est maintenant pot-pot avec les Français et ils ont soutenu la candidature de Madame Louise Mushikiwabo. Et je pense que c'est depuis, si je ne me trompe pas, depuis 2018. Donc maintenant, c'est son deuxième mandat. Et c'est vraiment aussi honteux de voir que la France et l'Union française ait soutenu sa candidature, l'Union africaine ait soutenu sa candidature, parce que l'Afrique sait ce qui est vraiment Paul Kagame. Et je pense que la France aussi, on peut aussi dire bon, la France a ses intérêts à défendre, mais je pense que l'Union africaine puisse soutenir cette candidature, c'est vraiment aussi honteux, parce que certes c'est une africaine, mais il faut pas avoir une africaine à tout prix. Il faut prendre une africaine qui représente notre avenir, qui représente où on veut aller. Et je pense que une Rwandaise qui travaille auprès de Monsieur Kagame n'a pas de place à la tête de cette organisation. Et en fait, on se demande aussi quelle importance la France donne à la démocratie et aux droits de l'homme lorsqu'on voit que Madame Mushikiwabo a été soutenue, non pas une, mais 2 fois. Et c'est très malheureux. Et d'ailleurs, ça se voit aussi dans ses actes. Elle n'a pas assisté aux Jeux de la francophonie qui ont eu lieu à Kinshasa. Et on se demande vraiment pourquoi est-ce qu'elle a pris la tête d'une organisation si elle ne comptait pas, travailler en tant que secrétaire générale. Et ça fait partie de son travail d'assister aux Jeux de la francophonie, étant donné que c'est la francophonie qui est co-organisateur de ces Jeux. Donc c'est vraiment assez choquant de voir que non seulement on choisit quelqu'un qui n'est pas compétente, mais aussi on choisit quelqu'un qui ne représente pas l'Afrique d'aujourd'hui ni de demain, parce qu'on ne veut pas de violence, on ne veut plus de dictature, et certainement on veut plus de démocratie, moins de dictature, et aussi des personnes qui sont capables. Donc je pense que ça donne une très mauvaise image des Africains lorsqu'on met quelqu'un comme elle à la tête de l'organisation et qui est d'ailleurs incapable de faire ses fonctions. Et je pense aussi que, je ne sais pas si vous avez entendu, elle a aussi eu beaucoup de problèmes avec certains de ses collaborateurs qui parlent d'une dame qui ne sait pas collaborer, et on parle aussi de pression et d'humiliation dans le travail. C'est vraiment c'est un manque de transparence. Voilà, et aussi je manque de transparence, et puis ils ont parlé aussi du non-respect des règlements de la francophonie. Exactement. Et je pense que c'est très dommage en fait, parce qu'elle ne représente pas. On a beaucoup d'Africains et d'Africaines qui sont compétents, qui sont capables et qui auraient pu faire ce travail. Et je pense qu'il faut vraiment souligner à quel point ce lobbying dont on parle de Kagame est très fort, et il faut lutter contre ça. Donc il faut être très alerte, parce que il travaille vraiment très fort pour essayer dans des domaines, que ça soit sportif, que ça soit dans tout ce qu'il peut y mettre la main, il y met la main, et il met quelqu'un qui, comme lui, n'a pas de morale et pourra être sa marionnette. Donc, Assi, je ne sais pas ce que tu voulais dire sur ces points, mais je te donne la parole. Merci. En fait, je voulais rajouter
en soulignant ou en rappelant à nos éditrices et auditeurs et puis aux personnes concernées, parce que ce sont des acteurs quand même qui développent des partenariats ou qui collaborent avec Kagame et qui, sans le savoir ou en le sachant, lui donnent un certain pouvoir et malheureusement, en lui donnant du pouvoir, on lui donne aussi du pouvoir pour opprimer son peuple. C'est ce que ça veut dire. Mais quand on analyse pourquoi la francophonie a été mise en place, pourquoi elle a été fondée et quelles sont ses valeurs, on parle de la solidarité, de la diversité, du partage d'expériences, d'engagement et de concertation. Tout ça sont des valeurs qui conduisent l'existence de la francophonie. Mais au-delà de ça, on parle aussi des axes de la francophonie. Et quand on parle des axes de la francophonie, on parle justement de la langue française, la diversité culturelle et linguistique. On parle de la paix, la démocratie, les droits de l'homme. On parle de l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. On parle du développement durable et d'économie et solidarité. Donc, qui est Louise Mushikiwabo? Elle fut ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Paul Kagame. C'est une très proche de Paul Kagame. Elle a été mise à la tête de l'Organisation internationale pour la francophonie, pas à cause de ses valeurs, pas parce qu'elle épouse les valeurs de l'OIF. Elle a été mise en place parce que il y a des intérêts. Il y a des intérêts entre Paul Kagame et l'État français. Puis, je veux que les gens comprennent que nous ne confondons pas la population française et le gouvernement français, dirigé par Macron. Et donc, c'est quand même paradoxal que le Rwanda agresse la RDC qui est le plus grand pays francophone de la francophonie, et que Louise Mushikiwabo, qui est la secrétaire générale de cette organisation, ne dise rien. Et donc, je salue la bravoure, le courage et l'honnêteté politique et intellectuelle des Congolais, qui, je ne veux pas aller loin, mais ce qu'on a vu, c'est que à l'ouverture des Jeux de la francophonie, Mushikiwabo n'y était pas. Il y a eu des communiqués qui ont expliqué, dans lesquels on nous a expliqué qu'elle n'a pas reçu l'invitation à temps ou que le rendez-vous qui était prévu pour qu'elle reçoive l'invitation officielle ou formelle n'a pas eu lieu. Mais tout simplement, ce qu'on peut dire, c'est que il serait très hypocrite d'accueillir une Rwandaise très proche de Paul Kagame sur le sol congolais, sachant que Paul Kagame est en train de faire vivre à ce pays une GN depuis 30 ans. Et donc, c'est paradoxal, ça c'est sûr, c'est contradictoire, et cela explique pourquoi on l'a pas vu à ces Jeux, à l'ouverture de ces Jeux de la francophonie. C'est quand même une honte. C'est comme s'il y aurait une Coupe du Monde quelque part, comme une Coupe du Monde du football, et que le président de la FIFA ne serait pas convié à la cérémonie d'ouverture, ou même à la cérémonie de clôture. Et donc, c'est quand même une honte pour le camp Mushikiwabo et son boss, Paul Kagame. Mais ce que je vais dire là, c'est aussi d'interpeller la politique du gouvernement français en Afrique en ce moment. Elle boite en ce moment, elle est mise à mal. Pourquoi? Parce que la nature des partenariats que vous signez avec ces dirigeants dictateurs est une nature qui fait mal à la jeunesse africaine en général. Elle est de nature à faire mal aux jeunes Congolais qui sont à l'Est et qui sont obligés de quitter leur pays, de quitter leur région et fuir à l'intérieur de la RDC. Elle fait mal à la jeunesse rwandaise qui en ce moment est désespérée, ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Les jeunes Rwandais sont appelés à entrer dans l'armée, les jeunes filles, tourisme sexuel, et les autres personnes n'ont pas d'autre choix que de faire face à cette pauvreté incessante et qui est devenue chronique ou endémique. Et donc, si on élabore ou qu'on extrapole, on voit un peu dans l'Afrique francophone, on voit beaucoup de mécontentement face à la politique française. Et j'interpelle encore une fois le gouvernement français ou la gouvernance française à repenser la nature de ces partenariats, à repenser aussi avec qui faire des partenariats. En ce moment, les Africains se soulèvent et ils se soulèvent avec raison.
les partenaires que vous signez avec ces dictateurs, qui, avec leur oppression, font en sorte que les jeunes quittent leur pays, traversent des milliers de kilomètres pour aller se loger dans les pays du Maghreb. Je parle de la Libye, du Maroc et puis d'autres pays. De subir de l'esclavage dans ces pays. Ceux qui ont la chance sont embarqués dans des bateaux surchargés et leur rêve est de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe parce qu'ils sont désespérés dans leur pays. Il y a personne, il y a aucun humain qui peut décider de quitter sa terre natale pour aller en Europe en prenant ce genre de risque sans être désespéré. Et c'est ce désespoir qui alimente la colère que vous voyez au sein des jeunes Africains ou bien au sein de la population africaine. Et donc, je vous demande encore une fois, nous vivons dans des pays qui sont développés, où le droit est respecté, où l'économie et l'émancipation riment, ou sont compatibles aussi avec cette notion du respect de la dignité humaine. On ne peut pas continuer à développer ce genre de partenariat qui ne répondent qu'aux intérêts de ces dirigeants dictateurs et aussi aux intérêts justement de vos pays et de votre population, au détriment des populations africaines. Et donc Kagame fait partie des gens qui font mal à l'Afrique. La logique serait de faire en sorte que il ne soit plus dans cette position de continuer à faire mal aux Rwandais, aux Congolais, aux Africains en général. Et donc, c'est le point que je voulais juste rajouter sur ce que tu avais dit. Mais voilà, nous sommes indignés de voir ces paradoxes et ces contradictions dans le discours et dans les actions. Voilà. D'ailleurs, Achille, si je peux ajouter juste un point sur ce que tu viens de dire, tous ces pays qui disent vouloir réduire le flux migratoire, le premier point de départ, c'est d'essayer d'en finir avec ces dictatures. Donc, si vous en finissez avec ces dictatures en Afrique, je vous assure que vous ne verrez pas des jeunes, des enfants, des femmes dans des bateaux de fortune en train de venir traverser en masse pour venir chez vous. Tout le monde aimerait bien être bien chez soi. Donc, en finissez avec ces dictatures et vous verrez le flux migratoire réduit je dirais, plus de 50% sans aucune hésitation, parce que je sais que on aime l'Afrique, on est des Africains et on ne prendrait pas un bateau de fortune en risquant la mort si on n'était pas, comme tu dis, absolument désespéré. Donc, sur le dernier point dont on va toucher, c'est la situation à l'intérieur du pays. Donc, le FPR de Kagame, donc la mafia de Kagame continue de priver la population rwandaise de leur liberté. Une liberté dernièrement, je veux dire, il y a beaucoup de libertés qui leur sont privées. Ils n'ont pas la liberté de s'exprimer, la liberté donc d'expression. Ils n'ont pas de liberté d'association. Ils n'ont pas de liberté. En fait, au Rwanda, les libertés sont tellement réduites. Je pense que si on commence à les citer un à un, on y serait toute la nuit. Mais une liberté fondamentale, qui est la liberté d'association, qui a récemment été vraiment dans tous les journaux. Il s'agit d'une cérémonie qui visait à élire un chef de clan et qui malheureusement a terminé en fait en chaos. Donc imaginez-vous qu'il y a un clan, ce clan décide d'élire un chef de clan. C'est quelque chose de traditionnel, il s'agit de notre tradition. Et cette mafia de Kigali a une sale habitude de criminaliser la population. Donc, au moment où on parle, ces hommes qui ont participé à cette cérémonie, comme je dis, traditionnelle, croupissent en prison pour le simple fait d'avoir assisté à une célébration. Donc, il ne s'agit pas d'une célébration où ils ont dit que, par exemple, ils se sont réunis, ils ont comploté pour renverser le régime. Il ne s'agit pas d'une réunion où ils sont réunis pour je ne sais quoi. Ils ont rien fait d'illégal. Donc, il n'y a pas vraiment de fait illégal à part le fait qu'ils se sont réunis pour élire un chef de clan. Et donc, d'un côté,
je n'ai pas de peine pour certains de ces hommes parce que c'est des hommes en fait qui à la base sont dans le régime de Kagame. Il y a eu, je pense que certains d'entre eux c'était des membres de son gouvernement. Achille, je pense que tu pourras préciser certains noms, mais je sais qu'il y a des membres de son gouvernement, des officiers. Il y avait quand même des personnes qui travaillent de proche avec Kagame, qui savent qui est Kagame, qui savent sa rage, qui connaissent sa rage, qui connaissent que Kagame est en fait non un leader mais un bourreau. Et qui fait subir beaucoup d'atrocités aux Rwandais, et ils ont tourné le dos, et comme on dit, la table tourne, et donc c'est malheureusement eux qui ont maintenant la malchance de vivre dans leur chair les atrocités de Kagame parce qu'il les a mis en prison. Et je pense que l'un des hommes qui a été emprisonné, c'est un homme d'affaires qui s'appelle Kazoza. Je pense aussi qu'il y en a un autre qui était, je pense, un chef du gouvernement. Son nom m'échappe. Achille, est-ce que tu te souviens de son nom? Je me souviens pas du nom, mais je pense que c'était un ancien ministre, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, si je me rappelle bien. Non? Je me rappelle pas très bien des noms, mais ce sont des officiels Voilà, c'est pas n'importe qui. Oui, c'est pas n'importe qui, c'était pas des sous-officiers, il s'agissait quand même de ministres, d'hommes d'affaires, beaucoup de personnes qui ont travaillé de près avec Kagame. Et donc, pour le simple fait d'avoir assisté à cette réunion, on les a vus un jour dire qu'ils étaient, qu'ils se repentaient d'avoir assisté à cette réunion et que ça ne recommencera plus. Et puis le lendemain, ils étaient tous en prison. Donc, c'est pour vous dire à quel point ce régime est vraiment intraitable. Le simple fait de s'associer avec son voisin ou des personnes de votre village pour essayer de vous mettre ensemble, c'est en fait un mécanisme de solidarité qu'on a dans notre culture de dire, bon, on est tous d'un tel visage ou d'une telle région, on se met ensemble, on s'entraide. S'il y en a un d'entre nous qui a un problème, on s'entraide. Donc, en général, ces gens-là ont un clan, ils ont un chef de clan. Et c'est des choses qui se font depuis des centaines d'années. Mais sous le Rwanda, sous le régime de Kagame, tout est criminel. Tout homme peut devenir un criminel d'un jour au lendemain. Et malheureusement, ils sont en prison. Et donc, Achille, je te demande, à ton avis, que cache je ne sais pas si c'est la peur, je ne sais pas si c'est l'angoisse. Qu'est-ce qui passe par la tête de ce régime pour criminaliser un acte aussi bénin? Chère Aline, on dit souvent que les institutions sont animées par des hommes. Et la nature de ces hommes, souvent, va déterminer comment les institutions vont fonctionner. Et on sait que les institutions, sur le plan étatique, doit fonctionner dans l'intérêt suprême de la nation, donc l'intérêt de la population. Mais nous avons à la tête du pays un monsieur qui a été très bien décrit par Michaela Wrong. Elle a dit que c'était un monsieur qui a eu une enfance très difficile, une enfance qu'on peut comparer à celle de l'enfance de Ivan le Terrible, l'ancien tsar russe. Et qui est complexé, qui a besoin d'être respecté en tout temps. Et donc, on voit un monsieur qui, en réalité, a copié la gouvernance stalinienne. Donc, on a un Staline au Rwanda. Et on a aussi un monsieur qui n'hésite pas d'éliminer ses proches collaborateurs parce que, justement, avec cette quête de vouloir être respecté à tout prix, cette quête qui est, à mon avis, maladive. Je ne suis pas psychiatre ni psychologue, mais c'est quand même très inquiétant et très frappant de voir à quel point il n'a aucune limite à éliminer toute personne qui constitue un danger pour lui, alors que ces gens ne sont même pas un danger pour lui. Et donc, avec ce complexe, pour Kagame, la seule star du Rwanda, c'est Kagame. Et c'est pour ça que même, vous imaginez, quand les gens sont démis de leur fonction, quand les officiels de l'État sont démis de leur fonction, la première chose qu'ils font sur Twitter, c'est d'aller demander pardon au chef de l'État. Ils ne demandent pas pardon à la population. Donc, ils demandent pardon au chef de l'État. Ils le connaissent et ils savent que sans demander pardon, ben, ça peut leur apporter certains dangers ou bien ça peut leur causer préjudice. Et donc,
c'est à partir de là qu'on peut décrypter ou définir ou décrire même le régime de Kagame par sa propre personne. À partir de là, il y a une impasse. Il y a une impasse qui est due au fait qu'il a trop de pouvoir au Rwanda, qui est due au fait que la population rwandaise vit dans la peur, dans une peur qui est devenue chronique et presque culturelle. Et à partir de là, c'est le chef. C'est le chef de tout. C'est le chef au niveau du sport. C'est le chef au niveau de tout ce qui est activité sociale. C'est le chef au niveau de la vie politique. C'est le chef au niveau même des pratiques religieuses. Aline, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était un président qui n'a pas peur de participer aux prières nationales et de vanter ou de se vanter d'avoir tué ses opposants. Et qu'est-ce qu'on voit comme réaction des religieux? C'est des applaudissements. On l'acclame. Et donc, tout vient de là. Mais il faudrait rappeler que dans l'histoire du Rwanda, on a eu plusieurs clans. On appartient à des clans qui sont différents. Et puis, tu l'as très bien expliqué, c'est par cela qu'on a développé notre solidarité en tant que peuple rwandais, en tant que nation rwandaise. Et donc, de voir un monsieur qui a peur que les gens se solidarisent au sein de leur propre clan, qui n'avait aucune visée politique de prendre le pouvoir ou bien de critiquer le pouvoir, qui au contraire, cette cérémonie, les gens qui ont participé à cette cérémonie sont des personnes qui sont proches du pouvoir ou qui ont travaillé de très proche avec ce pouvoir, donc en étant des ministres, en occupant certaines fonctions au sein du gouvernement. Et donc, c'est là qu'on voit que la paranoïa de Kagame est vraiment existante et puis qu'elle constitue en fait l'un des fardeaux que nous portons en tant que peuple rwandais. Et je vais citer aussi ce que le président du Congo, de la RDC, Félix Tshisekedi, avait dit quand il parlait à son peuple, en leur disant: vous savez, chers concitoyens, ne blâmez pas les Rwandais. Ne pensez pas que vous avez un problème avec les Rwandais. Au contraire, c'est un peuple frère. Le problème, on l'a avec Paul Kagame et sa clique. Toutes les décisions sont prises par Paul Kagame. Les Rwandais n'ont pas de pouvoir en termes de prise de décision et ils n'adhèrent même pas à la politique de Paul Kagame. Même ceux qui l'acclament par peur, comme on a acclamé Staline dans l'OTAN, comme on a acclamé Hitler dans l'OTAN. Et donc, c'est ça la réalité, la triste réalité de notre pays, et c'est pour ça que nous n'allons pas cesser notre activisme, notre lutte, aussi longtemps que ce monsieur sera au pouvoir. Merci, Hachi. Pour conclure, moi, je dirais que c'est très important pour tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, rwandais ou pas, de montrer notre humanité. C'est-à-dire que l'injustice faite aux Rwandais peut traverser les frontières, venir au Congo, comme on l'a déjà vu, traverser les frontières, aller en Mozambique, Et donc, en fait, il n'a pas de limite. D'ailleurs, on l'a bien dit, Kagame est un assassin sans frontières. Donc, tout ce qui se passe chez nous peut traverser les frontières et a déjà traversé les frontières. Donc, c'est pour ça que cette cause est très importante, non seulement pour les Rwandais, mais pour vous aussi. Si vous vivez en Tanzanie, ça vous concerne. Si vous vivez au Kenya, ça vous concerne. Donc, en fait, c'est très important pour que tous les hommes puissent se soucier de l'injustice des autres parce qu'un jour, ça pourrait être votre tour. Et malheureusement, aujourd'hui, ces dictatures n'ont pas de frontières. Donc, c'est très important de se solidariser avec nous parce que le jour venu aussi, nous aussi, on va se solidariser avec vous. Et c'est comme ça qu'en fait, on pourra vraiment libérer les hommes du monde entier parce que c'est pas seulement un problème rwandais, c'est pas un problème de l'Afrique de l'Est, c'est vraiment un problème du monde. Il y a des gens dans le monde entier qui sont dans des situations de servitude, même en 2023. Et je pense qu'il est temps qu'on y mette un effort considérable pour que tous les hommes soient enfin libres, car aujourd'hui les Rwandais ne le sont certainement pas. Il y a deux prisons, il y a la prison à ciel ouvert qui est le Rwanda et puis il y a des prisons au sein de la grande prison, mais je pense que
c'est très important de participer à cet effort de libération où on compte vraiment sur chacun de vous pour participer et être conscient que ce n'est pas seulement un problème d'un pays ou d'un autre, c'est vraiment un problème qui touche toute l'humanité. Achille, je te laisse aussi conclure et puis je pense qu'on pourra dire au revoir à nos auditeurs. D'accord. Merci pour tes interventions. Je voudrais juste dire à ceux qui vont écouter cette émission, surtout aux Africains qui ne connaissent pas qui est Kagame et qui louent Kagame un peu sur les réseaux, un peu partout sur les réseaux sociaux, en pensant que c'est un modèle et que c'est quelqu'un qui aime l'Afrique, qui va unir l'Afrique et qui défie l'Occident. C'est complètement faux. Prenez le temps de vous informer. Il y a plusieurs médias qui parlent de qui est Kagame. Il y a des livres qui ont été écrits par des personnes jugées crédibles. Et donc, prenez le temps de vous informer. Prenez le temps de connaître plus ou moins dans quelles conditions le Rwandais lambda vit en ce moment avant de louer les louanges de Paul Kagame. En fait, louer les louanges de Paul Kagame, c'est vraiment louer les louanges du diable en personne. Parce que ces activités indignes ne peuvent pas être qualifiées autrement que comme des activités diaboliques. Verser le sang des individus, verser le sang des individus innocents, des personnes innocentes, pendant plus de 30 ans, ça ne peut être qualifié autrement que par des activités ou une philosophie clairement diabolique. Et donc, nous allons continuer le combat. Et je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'organiser cette émission et d'y participer. Et on dit à nos auditrices et auditeurs que nous reviendrons très prochainement, possiblement durant le mois de septembre, pour vous partager l'actualité du Rwanda encore et de vous dire où on en est avec la lutte que nous menons. Voilà, merci Aline et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Cherchez la radio Itémé, écoutez la radio Itémé. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio Itémé, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais. Sanga, tugasaba mutima.